Alors, bonsoir à tous. Avant de commencer notre dernière séance, je voulais juste ajuster quelques précisions pratiques. J'aime bien les précisions pratiques. On va bientôt commencer la table ronde et on va discuter bien sûr avec M. Yannick Hanel. D'abord, mais ça sera moi et mon collègue Pierre. Qui va poser la question, mais ensuite on va passer la parole à vous, chers collègues. Nous avons peut-être 1h, 1h15 ensemble. Ensuite, on vous invite à boire un verre pour clôturer ce colloque. Notre cocktail se déroulera à la salle C102, au-dessus de la salle où on a déjeuné un peu plus aujourd'hui. Et on commence le cocktail avec quelques mots de la part de la présidente, quelques mots brefs de la part de la présidente de l'Université américaine de Paris. Alors, c'est un vrai plaisir d'accueillir Yannick Hanel à l'Université américaine de Paris et dans le contexte de ce colloque. Yannick Hanel est romancier, écrivain, essayiste, chroniqueur, éditeur. Il est peut-être le plus connu pour ses romans lyriques tels que Cercle, Jan Karski, Les Renards pâles et Le Trésorier Prière. Depuis 2015, il écrit pour le journal Charlie Hebdo. En 2020, Rist, bien sûr, le directeur de la rédaction de Charlie, lui a demandé de suivre le procès des attentats de janvier 2015, Montrouge, Hypercaché et bien sûr Charlie lui-même. Yannick Hanel est assisté au procès tous les jours avec François Puc, auteur de bande dessinée, dessinateur et également collaborateur chez Charlie. Yannick Hanel a écrit une série de tribunes accompagnées par les images de Puc. Ensemble, ils ont publié ce livre, janvier 2015, Le procès aux éditions Échappées. Yannick a également écrit Le très beau Notre solitude, une réflexion sur et autour de ses expériences au procès. C'est autour de ces expériences dont vous voulez parler aujourd'hui, et pas que. Et bien sûr, on veut parler de tout ça dans le contexte des axes de notre colloque que nous avons développé les derniers jours. Avec moi ce soir, on a également quelqu'un qui va poser les questions. Je suis exceptionnellement aussi ravi d'accueillir sur ce plateau qui n'est pas vraiment un plateau. Pierre est doctorant à l'Université de Princeton aux États-Unis et s'intéresse au rapport entre la littérature et la politique. On l'a entendu tout à l'heure sur Yannick Hanel et Emmanuel Perrin. J'ai dit à Yannick Hanel tout à l'heure que nous sommes tous super sympas, donc il a un peu peur quand même. Donc, on va commencer avec les questions faciles. Donc, on commence avec notre solitude. Peut-être que ce n'est pas du tout une question facile, en fait. Mais vous avez publié les tribunes chez Charlie. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de revisiter ce procès, cette période qui était très difficile pour vous d'écrire votre solitude? D'abord, je vous remercier de m'avoir convié. J'aurais bien aimé tout écouter, mais bon, je travaille comme vous. Enfin, j'ai pu me libérer seulement quelques heures aujourd'hui. Je suis un peu intimidé, et je me dis ça d'ailleurs. Me laisse intimidé de me baigner dans les paroles de côté et d'accueil, d'ouverture. J'ai écrit 2 livres, je ne savais pas que j'allais en écrire 2, mais le premier n'était même pas un livre, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que j'ai écrit une chronique tous les jours, qui était postée immédiatement sur le site de Charlie Hebdo. Effectivement, à 7h du matin, c'était la date, c'était l'heure limite. Au début, on m'avait dit à 21h30 après les audiences. Or, les audiences, de jour en jour, ont pris de plus en plus de temps. Et la plupart du temps, j'en sortais dévasté.
de sorte que sortant à 20 heures, il était absolument impossible d'écrire une chronique. Voilà. Et très vite, j'ai mis au point quelque chose parce que j'admirais mes collègues du Nouvel Obs, de l'Obs, on dit l'Obs maintenant, de France Inter et autres, que je voyais œuvrer en même temps et qui tapaient sur leur ordinateur, mais j'en étais tout à fait incapable. Donc, je prenais des notes et dans la nuit, je recueillais ces notes pour écrire un texte que j'envoyais in extremis. Moi, je suis pas journaliste. Je suis chroniqueur Charlie Hebdo, mais chroniqueur extérieur. Enfin, je m'occupe de la culture, enfin, des livres, de l'opéra, du rock, de la danse, je sais pas, de la peinture. Mais cette vitesse m'a galvanisé. L'idée de devoir écrire tous les jours. J'en ai beaucoup discuté avec Emmanuel Tarès, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que lui, c'était une fois par semaine, mais écrire tous les jours, toutes les nuits, a fait que je n'ai pas écrit ce que j'aurais pu écrire à tête reposée, si je puis dire. Et au bout de ce tunnel quand même de 3 mois, je ne sais plus combien d'audience, plus d'une cinquantaine, euh, a fortiori, après avoir publié des choses sur Internet, où comme vous le savez, on n'a pas de limite, donc je pouvais écrire, j'écrivais 3 heures chaque nuit, il m'a semblé qu'effectivement, le retour sur le procès était nécessaire, comme ce qu'on appelle au cinéma un contre-champ. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait des choses que d'une part que je n'avais pas dites parce que je ne les jugeais pas importantes, au moment même de ce premier geste quotidien qui consistait avant tout à dire à ceux qui n'étaient pas venus au procès, puisque très vite ça a été à huis clos, puisqu'il y a eu 3 attentats, ça a été rappelé tout à l'heure, pendant le procès, de sorte que ce procès n'était plus public en fait. Donc l'idée, c'était d'en dire le plus possible chaque jour. Et des mois après, je me suis dit, bon, je vais essayer de raconter les choses, mais du point de vue de ce qui se passait quand j'écrivais, quand j'étais enfin hors de la salle, hors audience. Pour une raison très simple, une raison psychologique d'abord, c'est que je n'arrivais pas à me débarrasser de tout ça, parce que mon implication, que je n'avais pas prévue à ce point-là, à relever, alors pas du traumatisme, c'est jamais l'idée, mais quand même d'une période difficile à vivre, on s'occupait de ça, et on nous avait obligés, François Bouc, le dessinateur, et moi, à être protégés par les forces de police. Et le problème, c'est que à partir du moment où vous êtes protégé, vous mettez à avoir peur. Et moi, j'avais pas du tout vu tous les risques imaginaires ou réels, d'ailleurs, peu importe qu'il y a là-dedans, mais ça a été une logistique très lourde pour moi. Je ne pouvais plus sortir de chez moi le soir quand j'entrais. Quand j'avais une famille, c'était compliqué, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Et je voulais quand même reconvertir tout cela, qui m'avait semblé extrêmement rapide, comme dans une espèce de cauchemar que j'essayais d'éclairer avec des mots. Je voulais le reconvertir avec un peu plus de lenteur, un peu plus de réflexion, c'est-à-dire finalement faire de la littérature. Alors, je ne sais pas si cette partition est pertinente, parce que je n'ai jamais relu les chroniques. Déjà, ça me rend un peu malade. Mais leur geste immersif et immédiat a fait que je n'en étais pas satisfait après. Je ne l'ai pas vécu en me disant il faut que je fasse un beau livre ou je ne sais pas quoi. L'armée tout finit en livre, ok, mais j'étais absolument requis par quelque chose, c'est peut-être un grand mot, mais par une forme d'éthique, qui était non seulement la justesse, mais ça on fait tout ce qu'on peut pour être juste, pas la justice, hein, c'est la justesse. Mais surtout, ce qui m'importait, c'était, encore une fois, de dire le plus de choses possible chaque jour. Et je vais finir, c'est très bon ça, mais je pourrais en parler pendant des heures, effectivement, rien que cette question. La deuxième salve, que je n'avais pas prévue non plus, elle est venue parce que je me suis retrouvé avec une espèce de blocage pour revenir à mes activités d'écrivain de fiction.
Je suis un romancier par intermittence, mais là, je dois dire que la violence du réel m'a complètement, pas seulement tétanisé, enfin, ce que je trouve bien, enfin, tout à fait juste, enfin, d'être tétanisé par le réel, enfin, c'est mieux ça que d'être indifférent, mais surtout, je n'ai pensé qu'à ça après. Voilà, donc, l'idée, c'était de raconter ce qui se passait au moment où il y avait cette pesée, et pas la pesée de la balance de la justice, mais la pesée des mots, une pesée beaucoup plus modeste, enfin, et dont les répercussions, on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié ces débuts de conversation, de débat, dont les répercussions peuvent être énormes, parce que je pense vraiment, c'est pour ça que je m'occupe de littérature, que le choix des mots est à lui seul une politique, un engagement. C'est-à-dire qu'il y a non seulement certains mots peuvent tuer, évidemment, mais certains mots ne sont pas seulement indélicats, ils sont injustes. Et se retrouver tout seul, parce que c'est une question de solitude aussi, face à l'orchestration aussi immense que ce qui a lieu chaque jour dans un lieu de justice, où ça parle de tous côtés de manière contradictoire, de manière extraordinaire d'ailleurs, se retrouver tout seul à choisir, à sélectionner ce qu'il est bon de redire, et également d'y réfléchir en direct. Parce que moi, j'avais dans les poches des livres de philosophie, ça, je m'y rapprochais, je mettais des phrases de Simone Veil, de Dostoïevski, de Derrida, ça m'aidait à penser. Enfin, eh bien, tout ça est une charge, voilà. Et j'ai voulu redéployer, redéplier, oui, dans une espèce de contre-champ intime, ce qu'il en avait été de. C'est pas seulement pour un écrivain, c'est pour un citoyen, je dirais, d'avoir cette charge comme une espèce de juré privé qui ne délibère pas, de devoir rendre compte de tout ça. On pourrait passer presque le restant de la conversation à commenter votre première réponse. C'est un filet de Blanchot. Exactement. On va peut-être faire ça d'ailleurs. Un aspect intéressant, c'est celui des différentes temporalités d'écriture entre celle de la littérature, celle de la chronique. Vous avez dit donc des choses que vous avez mentionnées dans votre réponse. J'en trouve aussi une trace dans la préface de notre solitude. Vous dites la vitesse m'est étrangère en tant qu'écrivain. Et je voulais vous interroger sur une autre citation. Ah, c'est le mauvais micro? Oui, on entend pas. Mais on lit. Ah, je fais le mauvais micro. Peut-être celui-là. D'accord. Comme ça, Si, moi, je le. ouais, donc d'un côté la vitesse qui vous est étrangère en tant qu'écrivain, mais vous dites aussi dans ce même livre, l'écriture se rue sur vous, et vous évoquez les éclairs de l'écriture, donc il y a une temporalité du stock, de la fulgurance, qui me paraît assez proche de celle de l'attaque terroriste elle-même. Alors est-ce que l'écriture est toujours cette fulgurance, est-ce que c'est toujours par éclair qu'elle se rue sur vous, ou est-ce que c'est spécifiquement quand il s'agit de terrorisme que c'est ainsi qu'elle s'impose à vous? Non, mais effectivement, les enjeux, clairement, pour moi, ont été immédiatement liés à la dimension intérieure du langage. Enfin, c'est une formule que j'emprunte à Michel Foucault, la dimension intérieure du langage. C'est-à-dire ce qui se déploie, je dirais, de manière quasi phénoménologique, au moment où on écrit et où à la fois on est absorbé par même et ce qu'on essaye de symboliser par cette matière en fait qui déborde de toutes parts. Et je sais pas comment dire ça. Oui, quand j'écris des romans, j'écris également continuellement, mais dans une lenteur qui me permet de recueillir qui permet de recueillir des vitesses. Ça arrive par fulgurance, mais je ne suis pas inquiet de ce que je vais écrire quand j'écris un roman, puisque moi j'écris toujours à la main, je suis du XXe siècle, et je peux écrire beaucoup, ça va pas être publié immédiatement. La question de la chronique, et encore une fois, j'en avais beaucoup parlé avec Emmanuel Carrère, la question de la chronique, a fortiori la chronique judiciaire, dont je ne suis pas un spécialiste,
c'est qu'elle engage une immédiateté et donc on doit s'obliger à effectivement à recueillir une forme de violence et à la transmettre. En fait. Alors, je n'irai pas comme vous de manière aussi ardue, je n'irai pas jusqu'à comparer l'attaque terroriste à l'attaque des phrases, mais il est vrai que parmi les langages auxquels on était confronté dans la salle d'audience de ce de procès, puisque il n'y a pas Charlie Hebdo, il y a eu Père Cachère, il y a Montrouge, il y avait quelque chose que j'ai ressenti, dont j'ai essayé de parler sans cesse, une malfaisance de la parole. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup frappé parce que je tenais, j'ai eu plein de conversations parfois très rudes avec mes amis de Charlie Hebdo qui me reprochaient éventuellement de trop faire la belle part, je mal dit, aux accusés. Certains d'entre eux ont failli mourir, enfin, puis d'autres étaient morts, et donc me disaient, mais pourquoi tu t'intéresses à eux? Enfin, évidemment, leur pensée était plus subtile, mais sur le moment, il y avait quelque chose d'une rage que je peux comprendre. Et moi, je tenais à ce qu'il y ait je tenais à rendre compte de ce qui se passe, comme vous le savez, dans une salle d'audience, a fortiori aux assises. C'est-à-dire vraiment, j'ose le mot, démocratie de la parole. Chose que je n'ai plus vue en politique depuis bien longtemps. Ça m'a réconcilié avec je sais pas quoi d'ailleurs, avec le fait que peut-être la justice c'est la vraie politique et que sans doute évidemment la politique devrait être la justice. Bon, mais ça. Et je m'égare, mais il y a eu de la violence verbale qui ne relevait pas folkloriquement des joutes entre avocats et autres, mais qui relevait de ce qui se disait en continuant à diffuser du mal. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je préfère le mot malfaisance parce que le mot mal est un peu emphatique, mais il y avait notamment le lieutenant autoproclamé, c'est lui-même qui disait ça, d'Amélie Koulibaly, Ali Riza Polat, qui a un peu fait le spectacle pendant 3 mois, et dont la parole était proprement passionnante, stupéfiante. Passionnante au sens où elle nous faisait souffrir. Il y avait quelque chose d'un sadisme délirant chez cet homme. Et alors oui, là, pour le coup, on était enseveli sous une logorrhée où vérité et mensonge n'avaient quitté leur propre place. Et quand j'essayais de rendre compte de ça, effectivement, je devais redire ce qu'il en était d'un assaut de la parole contre la parole. Donc ça m'a ouvert effectivement, il y a la vérité judiciaire, j'ai essayé de retracer le fil de ce qui se disait, de la manifestation de la vérité, comme on dit dans ces lieux, mais il se jouait autre chose, enfin, dans ce théâtre permanent, terrible, qui était le rapport fondamental, presque ontologique, avec ce qu'il en est de dire, de dissimuler, de trahir, de témoigner aussi. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur les parties civiles, mais on va en parler après. Oui, on a parlé tout à l'heure, c'était Christine Baron qui parlait du tact. Et vous avez parlé dans notre solitude de la responsabilité de porter témoin pour les gens qui ne peuvent pas parler eux-mêmes. Et comment avez-vous ressenti ça? Et comment avez-vous vécu et répondu à cette pression? Je sais, C'est-à-dire qu'il y a une pression quand vous essayez peut-être à la responsabilité, vous dites. Oui, d'accord, j'ai cru parler pour les autres, parce qu'en fait, même ceux qui n'arrivent pas à parler parlent. C'est évident. Enfin, il ne s'agit pas de degré de compétence dans la parole. Il y avait, je commence par là, il y avait quelques témoins, et notamment des survivants, qui précisément ont témoigné grâce au fait que la parole les avait quittés. Et c'était sans doute bien plus parlant qu'un discours professionnel.
La responsabilité, oui, elle était écrasante, pour des raisons d'abord, je dirais, intimes, parce que j'ai dû très vite à la fois écrire dans le journal de Charlie Hebdo, avec le regard de mes amis, que je sentais physiquement sur les épaules, donc parfois Harry était à mes côtés. C'était très étrange parce que Charlie Hebdo était partie civile, et moi j'écrivais dans Charlie Hebdo une espèce de compte rendu qui me commentait chaque jour. Mais la responsabilité, elle allait au-delà, bien sûr, de ce journal. Enfin, elle relevait d'une narration qui se doit absolument, enfin, dans ces circonstances-là, d'être la plus juste possible. Mais ce sont des questions, vous les avez abordées tout à l'heure, ce sont des questions avec cette question de tact. Ce sont des choses qui non seulement ne sont pas mesurables, mais qui n'ont pas d'assise théorique. La justesse, c'est quelque chose qui ne relève que d'une appréciation à la fois personnelle, mais qui est comme une forme de l'écoute. Enfin, durant tout ce procès, j'ai sans cesse fait l'expérience du caractère d'écoute de la parole elle-même. Je ne vais pas faire moins vulgaire, là, c'est un mot qu'il ne faut pas trop prononcer, mais il m'a semblé que les paroles prononcées, notamment par les témoins, c'est de très grandes paroles, des moments, pour moi, parmi les plus extraordinaires que j'ai vécu, enfin, des choses que j'ai entendues, les paroles relevaient précisément de cette forme d'empathie juste, qu'on appelle l'écoute. Et alors, ça ne peut pas se mesurer. Ma responsabilité, elle était d'autant plus inquiète, elle était d'autant plus intranquille que personne ne pouvait me dire, au moment où j'écrivais, ça c'est pas bien, et ça c'est bien. Et 10 minutes après, c'était trop tard. Et donc, je dois dire que je n'ai jamais autant tremblé en écrivant, et je ne me suis jamais senti aussi, comment dire, fragilisé. Mais tout à l'heure, ça a été évoqué, et j'aime beaucoup penser ça, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il m'a semblé que quelque chose se défaisait chez toutes les personnes qui arrivaient à la barre. Et il s'est passé à peu près la même chose pour moi, à savoir que j'ai perdu toute autorité, toute compétence, d'où le trou noir du premier jour où j'étais incapable d'écrire ce qui s'était passé. À cause justement de la violence criminelle de ce que nous avait montré dans les caméras de surveillance de l'entrée de Charlie Hebdo. Et il m'a semblé assez vite que le niveau de défaillance auquel nous atteignions tous, enfin dans cette petite communauté repliée sur l'écoute, ce niveau de défaillance relevait d'une forme étrange de justesse. C'est-à-dire que la défaillance nous permettait d'être disponible à la difficulté même et à tous les enjeux. Et pour finir là-dessus, il se trouve que pendant ce procès, un soir, c'est un des rares soirs où je suis sorti, je suis allé dîner, j'avais reçu un SMS de Delphine Orvillère, que je connaissais à peine, et qui me disait, j'en étais très heureux, et je sais pas, ça m'avait fait chaud au cœur, simplement. Elle me disait qu'elle avait cité une des chroniques dans un de ces, je sais pas comment on dit, un prêche, enfin, pour sa communauté, dans le Marais. Et elle me demandait si ça me disait de boire un café avec elle. Et on a passé une soirée extraordinaire où elle a fait une espèce d'exégèse pour moi, une sorte de midrash, comme ça, d'un tout petit moment de l'Ancien Testament, d'un bégaiement de Moïse qui écrit, je crois que c'est une note dans le Deutéronome, la justice te poursuivra.
Et, il m'a expliqué pourquoi c'était dit 2 fois. Et dans cette défaillance de la parole, dans le bégaiement, elle me disait, vous voyez, quelque chose s'est cassé et doit être cassé pour répondre à ce qui s'est cassé dans le monde. Seule une parole cassée, je crois qu'elle m'avait dit ça, je l'ai écrit dans le texte, seule une parole cassée peut rendre compte de la cassure dans le monde. Et donc, j'étais très content parce que j'étais vraiment tellement cassé que c'était formidable. Mais voilà, le régime des paroles auquel je me suis senti astreint pendant le procès pour ajuster, si je puis dire, la focale d'écriture, la focale d'écoute, c'est terriblement appauvri, hors poétique, hors orchestration symphonique, romanesque, je ne sais quoi, pour essayer de faire vibrer quelque chose qui était au plus faible de la parole et de la lueur et de transport. On dit souvent, et on l'a entendu souvent pendant ce colloque, que l'écriture peut soulager après les moments difficiles. Mais il me semble que pour vous, l'écriture est devenue quelque chose d'autre. Comment, ou est-ce que votre rapport avec l'écriture a changé pendant cette période, pendant ces moments intenses d'écrire tous les jours, prendre les témoignages difficiles? Même quand on passe ces journées, on passe plus ou moins tous nos journées à écrire, on va dire. Mais moi, j'y ai voué ma vie, enfin, j'ai une passion pour ça. Mais on a quand même, j'ai parfois l'impression quand même de temps en temps beaucoup de bricoler dans l'inessentiel, d'employer la parole pour quelque chose qui n'en vaut pas le coup. Je dis la parole au sens qui ça englobe l'écriture pour moi, la dimension intérieure du langage. Et là, il y a eu comme un rappel à l'ordre, tout simplement pour moi, à savoir que c'est aussi pour ça qu'après j'ai été mandané à me réconcilier à nouveau, à avoir foi dans le roman. Quelque chose s'est passé qui était évidemment une focalisation sur l'essentiel, enfin, les scènes de crime, la mort, qu'est-ce qui nous maintient en vie, qu'est-ce que c'est que le survivant, survivre, est-ce que la parole et l'écriture sauvent? Voilà, ce sont des questions quasi spirituelles auxquelles j'ai été confronté. Bon, ce sont des choses qui me travaillent, mais là, ça ne se payait pas de mots. Enfin, c'était immédiatement ce qui semblait se dire dans ce qui se disait. Et, et oui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une forme de méditation, pas au sens folklorique du terme, enfin, mais tout était pensé, voilà, quand même, quand on est à la barre, enfin, j'ai pu observer, j'en ai parlé notamment beaucoup avec Coco, enfin, la dessinatrice, qui est une survivante, hein, de Massacre à Charlie Hebdo, et ce jour-là, à la barre, elle s'est métamorphosée de manière quasi, j'ose le mot, parce que c'est elle qui l'a prononcé chamanique, enfin, elle a revécu cet instant, et elle l'a mimé devant nous, enfin, elle a failli s'évanouir, tout simplement, en revivant très exactement, en redisant tout ce qui s'était passé dans sa temporalité même. Oui, j'ai fait l'expérience, expérience non modifiée, peut-être bonifiée, j'en sais rien, mais du caractère absolument essentiel de la parole, comme nous le disent depuis toujours, je sais pas moi, Robert Antel, Paul Celan, on a été confronté à une dimension existentielle de la parole au plus près de ce qui la menace. Et je ne sais pas si écrire des livres qui rendent compte des procès permet d'en garder la mémoire. Théoriquement, oui. Après, ça dépend de qui le dit. C'est des livres qui sont archivés. Bon. Mais en tous les cas, j'ai pu le voir en direct. Il me semble qu'il s'est passé la même chose pour V13.
j'ai pu voir qu'il ne s'agissait pas seulement de résoudre une question de culpabilité, de complicité, puisque en l'occurrence les tueurs étaient morts, mais ça a été l'émergence de la parole collective et personnelle des parties civiles, des témoins, des survivants. C'est quelque chose qui a pris une importance immense. Enfin, cette parole qui, a priori, se donnait sans objet. Je veux dire par là qui peut-être n'aidait pas nécessairement à l'élucidation de ce qui s'était passé dans les scènes de crime, mais qui n'a pas trouvé d'autre endroit que ces lieux-là pour être, pour exister. Et moi, il me semble, enfin, tout le monde l'a dit à l'époque, que ça a été ça le véritable sujet, en fait, de ces procès dits historiques. C'est que se donner à entendre sans interruption, ça m'a frappé, enfin, le temps qu'on voulait, se donner à entendre une parole qui témoignait de, de quelque chose d'innommable. Je pense notamment à Zari Siboni. Zari Siboni était l'une des deux caissières de Hyper Cacher et elle a, quand elle est venue parler, quand elle est venue raconter ce qui s'était passé pendant les 4 heures et quelques minutes, je sais plus, je savais tout ça avant, mais par cœur. Quand elle est venue parler, ce qui était très frappant, c'est ma voisine qui m'a fait remarquer, parce qu'elle chronométrait les choses, c'est qu'elle a parlé très exactement le même temps que celui de sa séquestration pendant le massacre de l'Hyperpêcheur. C'est-à-dire, en gros, 4 heures et 20 minutes. C'est stupéfiant. C'est-à-dire elle a, dans cette dimension intérieure de la parole, j'insiste, elle a revécu la temporalité de la scène de crime. Elle ne parlait pas que de la scène de crime, même pas de manière chronologique, mais elle était là entièrement dans deux mondes à la fois. Et bon, ce sont des événements de parole qui font que je pense que nous abordions, vous abordiez tout à l'heure la question de la mémoire et tout ça. Je pense qu'il y a peut-être pas une catharsis publique, collective, nationale provoquée par ces procès, qui sont des procès qui n'en finissent plus. C'est un procès après l'autre, parce que la justice répond au crime. Enfin, c'est si beau. Mais quand même, ça a eu lieu, cette catharsis. Ça a eu lieu pour cette femme, ça a eu lieu pour d'autres personnes, ça a eu lieu pour nous. Et j'ai envie de dire, je dis extravagante et modeste, j'ai envie de dire comme Job, et moi seul, je suis venu pour te le dire. Enfin, je pensais sans cesse à ceux qui n'étaient pas au procès. Je me disais, ça, il faut que je le dise. Enfin, on se retournait tous à bien entendre ce qu'elle a dit. C'était certes enregistré, mais ce sera dans 50 ans, quand on verra ça. Donc, nous, on était là, faut pas qu'on se trompe. Enfin, tout m'a semblé important. La question de ce qui est important dans la vie, on le sait tous, enfin, c'est confondant, enfin, c'est capital, on peut en pleurer, quoi. Voilà, ça m'a métamorphosé, évidemment, enfin, on le serait à moins. Mais je pense que, je sais pas, moi j'ai été professeur au collège, au lycée, j'ai voulu rester justement au collège et au lycée en banlieue parisienne pendant des années. Et au tout début de ce procès, j'ai vu des jeunes gens qui venaient, j'allais les voir, on discutait. Et puis d'un coup, tout s'est fermé à partir de Samuel Paty. Plus personne n'avait le droit de Covid. Bon. Mais je pense que ce qui se passe dans la circulation de la parole en quête d'une vérité, pas seulement judiciaire, dans les cours d'assises, c'est quelque chose voilà, qui relève de la grande parole. Enfin, la littérature, je ne dis pas qu'elle est en ça, mais elle entre en résonance avec ça. Ça devrait être ça, la littérature. Ça devrait être on devrait être sur cette longueur d'onde. Enfin, bon, voilà, moi, ça a été une grande leçon d'humilité. Et je parlais de l'école parce que je me dis, il faudrait systématiser, enfin, le truc, le fait pour des enfants d'aller assister à des choses juste terribles, ces choses-là, il faut
Voilà, ça c'est vraiment un acte. Je sais, quand j'étais prof, on allait à l'Assemblée nationale, mais c'est pathétique ce qui se passe à l'Assemblée nationale par rapport à ce qui se passe dans les salles de justice. C'est un peu l'inverse. Peut-être une manière de creuser cette réponse, c'est un mot que vous avez employé, celui de témoignage, dont on a beaucoup discuté dans le cadre de ce colloque. Je vais à nouveau vous confronter à vos propres écrits pour vous inviter justement ça rejoindra la question de Russell sur la manière dont ce procès a changé peut-être votre conception de l'écriture et votre conception de votre activité d'écrivain. Ce que vous disiez dans la préface, je crois, cette fois-ci, de votre premier livre, et un peu quand vous l'avez écrit, cette préface, de quelle expérience la littérature est-elle expérience? L'expérience du sans témoin. La littérature témoigne de ce qui est sans témoin. Et vous dites ensuite, le sans témoin est à la fois le ravage, la saturation, donc là on est vraiment dans ce champ sémantique assez proche, là on champ ici assez proche à celui de la violence, du tourisme, etc. D'une part. Et d'autre part, c'est aussi une richesse inouïe, la révélation à chaque instant d'un acheminement vers la liberté. À la fois l'un et l'autre. Et donc à la fois, les écrivains n'écrivent pour personne, sinon la littérature, dites-vous aussi, et vous dites, ce qui me paraît être le contraire dans le procès, j'associe la figure du témoin à la littérature. Donc est-ce que le contact dans lequel vous avez été avec les témoins a changé votre conception de la littérature sur ce point, ou est-ce que la contradiction qui m'apparaît n'en est pas une? J'en ai une, mais je la maintiens. Enfin, je veux dire par là que, bon, d'une part, la littérature, c'est pas un discours de vérité. C'est vraiment un discours, enfin, pour moi, c'est même pas un discours, c'est un lieu, sans commencement ni fin, où on peut maintenir des contradictions. Je pense que ça, c'est important. Enfin, en tous les cas, à mes yeux, je sais que dans la société, il faut penser ce qu'on pense. C'est plutôt mieux. On va pas penser en même temps le contraire. Et il se trouve que dans le langage de l'écoute, dans le langage, je dirais, plus pensif, je n'ose pas dire méditatif, philosophique, être capable de penser en même temps l'inverse, ça me semble la moindre des choses. Enfin, c'est le début de la compréhension. Maintenant, sur la question du témoin et du sans-témoin, le sans-témoin, c'est ce qui a eu au moment où on écrit. C'est une activité qui parfois atteint un tel point d'acuité, les jours où ça marche, quoi. C'est assez rare. On peut écrire en quantité, mais le moment où quelque chose d'une acuité vibrante a lieu, au point que non seulement les phrases semblent bonnes ou justes ou je sais pas quoi, mais quelque chose d'autre s'est passé, c'est évidemment sans témoin. Enfin, et précisément même durant cette longue séquence de ce procès, alors que les témoins ne cessaient de venir parler, de venir témoigner, ce dont ils parlaient, et je ne veux pas faire de paradoxe nécessairement, ce dont ils parlaient était sans témoin. Je veux dire par là que la difficulté qu'il y a à transmettre quelque chose qu'on a vécu, et puis la difficulté qui a été la mienne à transmettre ce que d'autres avaient vécu, qu'ils avaient déjà de la difficulté à dire, fait que pour moi, peut-être je m'enverrai un petit peu là, mais c'est pas vraiment une contradiction sur le fait que j'ai changé, je l'ai dit, bien sûr, c'est sans aucun doute. Je pense tout le temps à ce poète, pour moi, on parle le plus, qui est Paul Celan, et qui a ce vers très connu qu'on peut traduire de différentes manières, où il pose la question, c'est une affirmation, mais c'est aussi une question. Il dit personne ne témoigne pour le témoin. Et c'est une phrase qui m'a toujours frappé parce que on peut comprendre par cette phrase qu'il est impossible de se mettre à la place de quelqu'un qui revient de pile. Mais dans ce vers, il y a comme une question qui n'arrive pas à se poser, c'est-à-dire, n'y a-t-il donc personne pour témoigner pour le témoin dans les Niemann? Et ben, je crois que la littérature, a fortiori la littérature contemporaine, enfin,
c'est un lieu où on est requis pour cette question. Y a-t-il donc personne pour témoigner évidemment. Et bon, c'est une question qui m'a écrasé de sa luminescence terrible pendant ce procès. Quand il m'est arrivé d'écrire que je m'étais retrouvé le témoin des témoins, c'était pas du tout notre repliance, c'était un fardeau, c'est une chose impossible de témoigner à la place de. Les témoigner pour, c'est plutôt en faveur, enfin voilà. Dans ce que j'entendais, il y avait quelque chose qui relevait du nomade, enfin, lu sans témoin, justement. Euh, la question à laquelle je me suis trouvé confronté, enfin, c'est une question que je trouve dans la vie, enfin, mais si on veut être intègre, elle se pose nécessairement, elle rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup frappé sur la question de la décence et de l'indécence. Là aussi, c'est absolument non mesurable. Simplement, quand on ne veut pas s'enfermer dans son autorité, disons, et que ce qu'on écrit, ce qu'on pense est au risque de la communauté. Enfin, c'est sans cesse dit, ce qui est dit tous les jours. Le lendemain, les gens me disaient, ça j'ai pas aimé, ça j'ai aimé, enfin, j'avais tous les critiques littéraires, si je puis dire, condensés dans les participants. Et donc, oui, la question du témoin, en fait, je sais pas si je vais arriver à être très clair. Pour moi, elle ne participe pas d'une personne, d'une subjectivité. C'est le langage lui-même, en fait. C'est seul le langage vers lequel celui-ci peut témoigner pour les témoins, sans arrogance. Mais il faudrait arriver à une impersonnalité qui peut-être n'accède à nous qu'après une longue endurance. Je vous dis que j'ai pas relu les chroniques parce que j'ai pas c'est bizarre de se relire soi-même, mais je pense qu'il y a eu un moment au bout de 2 mois euh, où quelque chose a commencé dans la tête, dans ce geste, enfin de retranscrire, enfin de penser en même temps, parce que c'était réflexif aussi. Quelque chose a commencé sans doute à rencontrer plus grand que lui. Vous savez, dans l'abécédaire de Gilles Deleuze, il dit ah, c'est plus grand que moi, c'est beau, la philosophie, c'est plus grand que moi. Ce plus grand que moi, disons la justice, disons le témoignage, mais c'était ça qui m'a semblé de servir. Pierre et moi avons beaucoup de questions, mais peut-être que c'est le moment, si vous pouvez, c'est de voir s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup. C'est très émouvant de vous entendre et de voir avec quelle finesse de l'intérieur on pense à l'écriture. Pour nous, modestes lecteurs, en tout cas on essaye d'être lecteur de littérature, c'est assez différent et vertigineux. J'ai une question, j'allais dire presque factuelle, pratique d'un certain point de vue. Enfin, je ne sais pas si elle serait pratique, vous me direz. Vous avez parlé d'échanges houleux avec certains des membres de la rédaction de Charlie Hebdo pour ce qui était vous avez utilisé l'expression sans en être mais de faire la part belle aux accusés en relatant leur point de vue et leurs propos. Et par ailleurs, vous avez utilisé l'expression écrire au risque de la communauté, donc je me demandais comment vous avez négocié pour vous-même et dans le travail de l'écriture ces différentes communautés de lecteurs, cette communauté immédiate de la rédaction touchée vraiment dans sa chair, je peux le dire, par l'événement, et puis la communauté plus large des absents du procès à laquelle vous vous adressez. Alors, c'est une vaste question, je veux dire. C'est aussi pour ça que j'ai écrit Notre solitude, c'était pour dire pour me justifier. Moi, j'ai pas envie de dire ça auprès de moi-même. Pourquoi j'ai fait ça?
Non, j'ai plein d'amis universitaires, intellectuels de gauche qui m'ont toujours dit, mais qu'est-ce que tu fous à Charlie Hebdo? Ils ne comprennent pas, en fait. Et je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas parce qu'il m'est arrivé certains jours, depuis maintenant 2015, de me demander ce que je fichais là. C'est possible, le sujet un peu sans doute comique, sûrement pathétique de ce livre, mais parce que quand on m'avait proposé, j'en parle juste une seconde, 10 ans, quand on m'avait proposé juste après les attentats, vous vous souvenez, en janvier 2015, ça a été rappelé, il y a eu quand même, on s'en souvient quand même plus tellement physiquement aujourd'hui, mais une sidération stupéfiante. Enfin, il y avait le 11 janvier, cette marche, mais entre les attentats et le 11 janvier, il y a eu quelques jours où même marcher dans Paris, c'était Blade Runner, enfin, je sais pas, on était plus sur Terre. Et c'est là que j'ai reçu un coup de fil. Moi, j'avais jamais vu Charlie Hebdo de ma vie, je dois bien avouer. C'est pas du tout ma culture. Pour moi, c'était, je sais pas quoi, des fleurs de curé, moi, je travaillais par le sacré, enfin, je sais pas, croyant, mais je travaillais spirituellement par ça, j'aime être dérangé, je sais pas, par Maître Eckhart, par tout ce monde. Et j'ai reçu un coup de fil d'une amie, Marie Russet, qui m'a dit, écoute, je viens d'être engagé à Charlie Hebdo, est-ce que tu en es ou pas? Ils cherchent des écrivains, ils cherchent des plumes. Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai pensé que c'était la chose à faire, en fait. C'était l'évidence. Enfin, et je l'ai jamais regretté. Mais j'ai bien vu que tout ça allait être compliqué parce que bah, j'aime pas tout, moi, dans Charlie Hebdo. Et je suis pas souvent d'accord avec eux. Et donc, ça a été le début d'une aventure passionnante. Sauf que un jour, ils m'ont proposé, ou plutôt RIS m'a proposé d'entrer en immersion d'écriture. Et là, j'ai compris des années après, parce que c'est en 2020, j'ai compris 5 ans après pourquoi j'avais dit oui. C'est-à-dire qu'enfin, ça s'est réalisé. Enfin, je ne le savais pas, mais j'étais en quête de quelque chose qui a pu avoir lieu. Alors, j'ai toujours eu des rapports, comment dire ça, de taquinerie, je sais pas comment dire ça, de malaise et de taquinerie avec mes amis, qui sont les deux. Il y en a que j'aime par-dessus tout, et je suis très très ami avec quelques-unes notamment. Mais du coup, écrire à leur place, si je puis dire, et je voudrais qu'on entende ce à leur place dans toutes ces exceptions, c'est-à-dire à une place qui n'est pas la mienne, mais qu'on doit s'inventer soi-même. Ça a été passionnant parce que jamais il ne venait me rabrouer ou me reprocher directement. De la même manière, j'ai toujours pu écrire dans Charlie Hebdo des choses, même parfois, qui allaient à l'encontre de la ligne de ce journal, même si c'est tant qu'il y en a eu. Mais oui, la question comment dire ça, de l'empathie que j'ai eue pour certains accusés. Je sais que c'est une question qui peut être scandaleuse, qui peut paraître scandaleuse. Elle a provoqué chez certains jours, en lisant les textes, enfin, une espèce de dépit, en fait. Et je ne sais plus qui, de toute façon, je ne le dirai pas, si je m'en souviens, m'a dit, tu sais, fais attention, à force de trop bien comprendre tel accusé, tu es en train de faire le jeu de la défense. J'ai réalisé qu'effectivement, il n'y a pas d'implication innocente dans un procès. Ce que vous aviez très bien raconté au début, moi, à savoir que j'étais un acteur malgré moi du procès, j'ignorais évidemment, je ne suis pas non plus en ville, mais à ce point-là, enfin, ma volonté d'en être tout en étant pas, exactement comme avec Charlie Hebdo, bah, en fait, il y a un moment, il faut prendre sa responsabilité, évidemment. Et, ça a eu lieu, effectivement. Donc, ce jeu au sens mécanique, cette liberté que j'ai fini par assumer, enfin, après tout, c'est moi qui écris, hein,
je n'appartiens pas. Enfin, cette liberté, elle est devenue le sujet même des chroniques, me semble-t-il, à un moment. Et il n'a plus jamais été question comment dire, de m'avertir là-dessus. C'est la question idéologique que vous posez, en fait. C'est-à-dire, on pense pardon, qu'on écrit au plus près d'une impartialité, donc c'est vraiment quelque chose d'imaginaire, mais on le pense quand même. Et en fait, on est déterminé, on est marqué, on est signé déjà de l'intérieur. Et là, moi, je publiais sur le site de Charlie Hebdo, donc tout ce que je disais était reçu par certains comme la parole officielle de Charlie Hebdo. Donc c'était parfois gênant pour les vrais Charlie Hebdo, j'allais dire, qui étaient là en train de dire ouais, bon, arrête un peu, de leur manière bourrue. Et encore une fois, je sais pas comment dire ça, mais je comprends très bien Coco, Rhys, Ségolène Pinson, sont des gens qui se sont fait tirer dessus, hein. Ce sont des gens qui ont vu leurs amis déchiquetés à côté d'eux, et pour qui, évidemment, la présomption d'innocence, il et elle, que ça existe, mais c'était assez insupportable à certains moments pour elle et eux de voir dans ces cages, qui moi m'insupportaient, ces cages, voir enfermer les accusés, je trouvais ça inepte. Pour elles et eux, c'était juste pas possible de vivre ça. Enfin, il y avait un invivable auquel je n'avais pas accès. Je ne m'en rendais pas compte, évidemment. Mais c'est ça ce qui se passe dans Encore les six, à chaque fois. Et j'ai essayé de raconter ça aussi. Essayer d'être là partout et de m'absenter. Vous voyez, le paradoxe, c'est un peu étrange. Pour moi, ça a à voir avec l'écriture. Enfin, ça a vraiment rencontré quelque chose dont je pense que c'est l'essence de l'écriture. D'une part, ça m'a modifié, ça m'a calmé poétiquement sur le lyrisme, ça, je veux dire que j'ai retenu la leçon. Mais et ça m'a conforté dans l'idée que l'écriture peut aussi vous peut fabriquer, produire, inventer une forme de délicatesse, j'ose le mot, qui relève justement d'une empathie presque absolue. Je sais que c'est faux, c'est un délire. On ne peut pas devenir l'autre par l'écriture, mais ou entendre totalement l'autre. Mais c'est quand même, je crois, l'objet secret de l'écriture. Merci. J'ai une question. Oui, avec ce que vous venez de dire, et tout à l'heure, cette formule que vous avez accueillie de Delphine Orvilleur, la parole cassée, me vient à l'esprit l'image des kintsugi. Ces bols japonais égréchés qu'on reconstitue avec de l'or pour en faire quelque chose qui garde la trace du cassé, tout en, je veux dire, étant rehaussé de toute une sollicitude. Bref, est-ce que cette image du kintsugi vous parlerait pour qualifier votre travail face à cette parole cassée? Ah oui, c'est beau, oui, je veux bien. Mais ça me fait penser, ça me fait penser que la brisure, rester brisure et vous changer, en fait. J'aime pas tellement, je sais pas si vous l'utilisez, j'en suis désolé, j'aime pas tellement l'expression réparer le monde ou réparation, à la fin, ça me saoule, quoi. Ce qui est brisé, enfin, c'est pas, enfin, quiconque a été endeuillé dans sa vie le sait bien, enfin, c'est un travail épouvantable et merveilleux en même temps, mais le brisé reste brisé. Et
Donc la réparation, bon, on peut se le faire croire. Enfin, ça peut être, là, pour le coup, idéologiquement, quelque chose d'acceptable pour beaucoup. Vaut mieux penser ça, disons. Mais donc me plaît dans votre métaphore, enfin, la transformation en beauté de ce qui manque. Voilà. On habite ce moment violent, bien sûr, qui arrive à ce moment. Est-ce que la littérature, après Charlie, après le procès, est-ce que la littérature après Charlie, après les livres des chroniques, vous a donné une trame pour mieux comprendre comment on vit aujourd'hui, ou est-ce qu'on reste brisé? Pas sûr de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La confusion est à son maximum, mais je suppose que ça a toujours été comme ça, en fait, le monde. On se dit que ça empire, on a l'impression, j'ai lu ça encore hier, enfin, cette nuit, dans l'insomnie, j'ouvre parfois le journal de Kafka, comme ça. Et un autre insomniaque à insomniaque, on se parle, on se dit, salut. Et il note, parfois il a on ne sait plus s'il a des énoncés non seulement vertigineux, mais d'une profondeur politique. Enfin, il y a une politique chez Kafka. Il note l'aggravation de la pulsion de mort. On est quand même, la Première Guerre mondiale, mais il n'y a pas encore ce qui s'est passé après. Et parfois je pense ça, certains jours, que la pulsion de mort ne cesse de s'aggraver. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est quantifiable. La question de la compréhension, la question de la compréhension, oui, bon, encore une fois, cette expérience-là m'a fait penser infiniment, et il m'arrive de me forcer, même si c'est illusoire, à essayer de revenir à cette intensité-là. Non pas que je la regrette, tant que le processus soit arrêté et qu'il y ait un verdict, mais cet état dans lequel nous avons été mis par toutes ces paroles, cet état de gravité, et même je dirais au sens physique du terme, enfin, et je dirais même au bord d'accoucher de quelque chose qui a peut-être eu lieu, je sais pas la vérité, personne ne la sait toute, disait Lacan. Mais il m'arrive de me dire que j'aimerais être là sans cesse, à cet état, dans cet état de perception, certes douloureuse, un peu de masochisme dans ce que je dis, mais au moins qui ouvre à la disponibilité elle-même. Et je pense qu'un romancier, un écrivain, un intellectuel, je sais pas comment dire ça, c'est quelqu'un qui nécessairement se rend disponible à la pensée elle-même, donc à ses contradictions. Et alors là, pour le coup, une séquence judiciaire de cette ampleur-là, de cette gravité-là, mettant en jeu aussi de la politique, simplement. Il faut me rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, que ça portait sur des caricatures, sur des dessins, et que la veille, le jour du procès, Charlie Hebdo avait republié ces caricatures. Alors, moi, je suis pas au courant. Laris, tu aurais pu me dire, quand même, parce que j'ai moitié agressé en arrivant au procès, je ne comprenais pas ce qui se passait. En fait. Et bon, tout ça pour dire que oui, une séquence judiciaire porte en elle, pour moi, dans son déprimant, quelque chose du monde qui doit être pensé sans cesse. J'ai une admiration infinie pour Derrida, sur ces questions-là, je pense que précisément, il faudrait être capable d'être philosophe, hein, quitte à dire une chose dans le psittacisme, hein, de ne plus jamais quitter le ressassement éternel, comme disait Marchaud, mais voilà, je pense que ce genre d'expérience, en nous faisant penser,
nous indique également peut-être un lieu inhabitable, mais où on voit quelque chose que la société nous cache, et dans laquelle la politique s'embrouille, enfin, et patauge. Quelque chose qui est encore plus beau que l'humanisme, enfin, est terrible aussi, parce que on entend des vérités qui sont, ça veut dire pas bonnes à dire, toutes les vérités sont bonnes à dire, évidemment, mais donc on ne peut pas faire son miel avec tranquillité, mais et voilà, parfois j'aimerais effectivement me tenir là, dans l'essentiel, mais c'est aussi insupportable, quoi. Donc c'est pas mal aussi de passer une Peut-être en attente pour une dernière question de la salle. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Alors, non, c'est une question sur le trauma. Parce qu'à partir du moment où on peut définir le trauma comme la présence du passé dans le présent comme présent, au point que ça vous envahit complètement, au point d'ailleurs que quand on travaille sur la mémoire, on n'utilise pas le terme de mémoire traumatique, parce qu'il n'y a pas de place pour la mémoire, et que la solution pour sortir de ce trauma, c'est de renvoyer l'événement dans le passé. Il reste douloureux, mais il est mis à distance. Vous parliez des deuils, aussi pour le deuil, et de mettre l'événement traumatique dans le passé. Et on a donc là une mémoire d'événement traumatique qui n'est plus une mémoire traumatique. Mais est-ce que vous voyez autour de vous, chez les amis de Charlie, quelque chose qui s'est reconstruit à travers la construction d'un récit cohérent et non pas une focalisation sur décontextualisé qui est caractéristique du trouble de stress post-traumatique? Ouais, c'est une vaste question. Là aussi, j'aime bien que vous employiez le mot récit, parce que c'est précisément ce qui a, je vais le dire d'abord doucement, ce qui a plu aux survivants de l'attaque du Charlie Hebdo, puisque c'est eux que je connais. Nous l'avons dit comme ça, enfin, je sais, par exemple, Coco attendait ce moment-là, parce qu'elle est vraiment traumatisée. Je ne me permettrai pas de le dire, c'est elle qui le dit. Et ce qui s'est passé ce jour-là pour elle, elle avait préparé, elle s'y était préparée pendant 6 ans. Ce qui a eu lieu, je vais le dire un peu bêtement, mais a réussi. Au sens où cette performance défiante qui a été la sienne, d'auto-analyse, eh bien, a abouti à la modifier et à faire, sans doute qu'elle a mieux. Je sais quand je lui ai parlé tout de suite après, puisqu'elle était là, et j'ai vu à quel point, elle l'a dit, elle n'a plus arrêté de le dire, à quel point elle était soulagée, je cite son nom. Mais pas seulement, ce qui a été extraordinaire, parce que le procès a duré longtemps, et là, je vais dire une chose, je n'y avais pas pensé, mais qui m'a énormément marqué, c'est que toutes celles et ceux qui venaient, il y avait des témoins qu'on connaît moins, enfin, il y avait des choses plus modestes, c'est-à-dire, mais qui étaient aussi importantes. Et tous ceux qui sont venus témoigner là-bas, presque tous, au lieu de rentrer chez eux, certains habitent en Israël, je pense à des témoins à des survivants du Barcachère, et ils sont restés, en fait. Ils revenaient. Ils voulaient participer à ce récit. Et j'ai commencé à penser, à comprendre, je sais pas, mais à penser que seul le récit nous offre quelque chose de plus que nous-mêmes. Et que seul le récit, et donc, c'est l'aspect collectif, un récit s'élabore dans une séquence judiciaire à plusieurs, même les accusés en font partie. On fabrique tous ce récit, un récit incertain, enfin, plein de cassés, justement, de blessures, de brisures, et cette mosaïque prend, enfin, c'est ça qui est stupéfiant, comme toujours chez les humains, comme dans un repas, hein, quand on parle, enfin, quelque chose prend quand même. Il y a des trous, mais ça forme un récit. Eh bien,
sans parler d'homogénéisation, c'est tout ça, les gens sont restés en fait, pour continuer à faire partie de cette narration et peut-être dans l'espérance d'en bénéficier. Et les gens du journal, notamment, qui avaient autre chose à faire, puisque le journal devait paraître, c'est un gros fou, n'arrêtaient pas de se relayer, ils voulaient pas en perdre une miette. Et Agathe André, qui a été citée tout à l'heure, elle était à côté de moi aussi comme scribe, c'est-à-dire moi je notais tout, mais quand je n'y arrivais plus, elle continuait. Et je photocopiais les 20 pages que je prenais chaque jour, et elle les distribuait aux autres membres, enfin, de Charlie. Et au fil des semaines, d'autres les ont demandé comme ça. Moi, j'écrivais tout le temps, hier, folle. Euh, En gros, j'avais le script, je m'étais substitué à, je sais pas comment on appelle, voilà. Et bon, tout ça pour dire que je ne sais pas, mais j'entends dans ce que vous dites la proposition, la possibilité que l'appartenance à un récit puisse répondre au traumatisme. Je ne vais pas le guérir, hein. Je ne sais pas si on guérit mon traumatisme, mais répondre. Et là encore, Delphine Orvillère, je me souviens avec elle, on parlait de ça. Je lui disais, vous savez, moi, la justice, je la vis de manière complètement hallucinée pendant ce procès, comme comme un lieu où les vivants et les morts ne cessent de se rencontrer. C'est sans doute une des définitions possibles du sacré, et donc, a priori, on ne voit pas le rapport avec la justice, mais d'être confronté sans cesse par tous ces témoignages au rappel des crimes, on voyait les scènes, on comptait qu'on nous les a montrées aussi, tous ces des choses qu'on n'a pas vues dans l'espace public, des choses que je n'ai pas racontées d'ailleurs par parenthèse. On parlait tout à l'heure des choses qu'on choisit de ne pas dire. Il y a des choses que je n'ai pas voulu décrire. Et donc oui, Delphine Orvillère avait fini par me dire quelque chose, je sais plus si c'est elle ou moi, ou il y avait un philosophe avec nous, Stéphane Habib, bon, je ne sais plus qui a dit quoi, mais c'est un partage. Et ça donnait ceci, le pays de la justice et le récit. Et quelqu'un d'autre a dit, le pays du récit et la justice. Et on a commencé à s'amuser comme ça. Et je crois que c'est ce qui en est sorti, en fait. C'est ce qui peut-être a fait pour certaines et certains qu'ils s'en font sortir un peu. C'est ce récit. Et alors du coup, oui, la présence de narrateurs, parce que c'est comme ça que je me conçois, plus que comme écrivain. Écrivain, c'est un peu lourd. Mais la présence de narrateurs, je dis ça au pluriel, hein, et pas de trop. Je me suis souvent dit, d'ailleurs, certains jours, que ça aurait été merveilleux qu'il y ait des philosophes, des psychanalystes, notamment, qui écrivent à chaud, je veux dire, qu'on y comprenne quelque chose, parce qu'on n'est pas de trop. Moi, je lisais tout ce que je pouvais lire sans cesse, et je participais à ce récit de l'histoire. Enfin. À France Inter, c'était merveilleux. Enfin, les deux chroniqueuses judiciaires ont cessé. Vous savez, sur France Inter, on peut lire, en fait. C'est 40 secondes, ce qu'elle disait, la jeune femme à l'antenne. Mais ces textes étaient énormes, immenses. Enfin, et dans cet immense patchwork qu'Emmanuel Carrère a vécu, enfin, que toutes celles et ceux qui sont allés, ne serait-ce qu'une après-midi, à la justice pour le 13, je vois toujours le vaisseau dans le V13, le grand vaisseau. Ils peuvent en témoigner. Enfin, il y a quelque chose on sentait que moi je voulais plus que ça s'arrête. Enfin, c'est absurde, c'est enfantin, je l'avoue. Et parce que là, tant que la justice avait lieu au sens répétitif, quelque chose pouvait se maintenir d'un effort de mémoire, comme dit Dionys Mascolo, un effort de justice. Et voilà, donc oui, le récit, je trouve que c'est la grande chose. Enfin, moi, c'est ce qui à la fois m'émeut
mais c'est aussi ce qui m'astreint de manière positive tous les jours. Enfin, de participer à quelque chose, c'est pas de fignoler un bon script, d'écrire un petit roman, mais c'est d'essayer de s'ouvrir à quelque chose comme l'idéologie, je le répète, est plus grand que nous, qui relève, oui, des puissances bénéfiques, de ce que c'est de créer une communauté à travers un récit, des récits, un récit, des récits. C'est peut-être une note d'optimisme, c'est peut-être le moment de dire qu'on peut continuer cette conversation autour du verre. Je vous invite à m'aider à remercier Yannick Meyer.